On le sait depuis le temps, les Simpsons parlent de pas mal de problèmes de la vraie vie. Et bien qu'ils le fassent tout le temps avec humour et justesse, il y a quelques fois où ils sont très frontales dans leur traitement de certains sujets. Alors aujourd'hui, voyons quelques épisodes des Simpsons où ils disent la vérité. On se retrouve dans le show de Krusty, où il présente un nouvel épisode exclusif d'Itchy et Scratchy. Mais après l'émission, on va voir le créateur et il lui dit que son dessin animé plombe son audience, et que s'il fixe pas ça rapidement, il va commencer à diffuser des dessins animés japonais à la place. Pendant ce temps, dans la maison des Simpsons, c'est silence radio. Personne n'est devant la télé, et Marge est surpris de voir les enfants qui ratent un épisode de Itchy et Scratchy. Ils expliquent juste que bien qu'ils adorent l'émission, après tout ce temps, ils commencent légèrement à en avoir marre. Et bon, vu qu'ils sont pas devant la télé, elle les propose de l'accompagner au centre commercial. Et pendant qu'avant d'un article, les enfants se baladent. Mais Marge leur dit de faire attention et de pas parler aux inconnus. Et 2 secondes après, ils parlent à un inconnu qui les amène dans une pièce remplie d'enfants, où ils vont leur présenter des personnages de dessins animés pour leur étude de marché. Le problème, c'est que les enfants ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, et le patron d'Itchy et Scratchy commence à en avoir marre. Mais Lisa lui explique tout simplement le problème. Excusez-moi, monsieur, à mon avis, il n'y a pas réellement quelque chose qui cloche dans les Itchy et Scratchy. Ils sont toujours aussi bons, mais après toutes ces années, les personnages ne peuvent pas avoir le même impact qu'avant, c'est tout. C'est ça, ma petite fille. Tu as sauvé Itchy et Scratchy. Signe ce document stipulant que tu n'as pas sauvé Itchy et Scratchy. J'ai trouvé le moyen de rajeunir ce dessin animé. C'est tellement simple que vous, les brillants auteurs, vous n'y êtes jamais arrivés. Ce qu'il nous faut, c'est un nouveau personnage. Et ce nouveau personnage, ce sera un chien, nommé Pucci. Un chien avec des lunettes de soleil, un peu surfeur, un peu rappeur. Et dans les journaux de la ville, ils annoncent qu'ils recherchent un doubleur pour le chien. Les enfants de la ville sont contents qu'il y ait un nouveau personnage dans leur dessin animé préféré, même si Lisa pense que c'est une tentative désespérée de regagner de l'audience, d'ajouter un personnage dans une série populaire. Et comme de par hasard dans la cuisine, un nouveau personnage apparaît dans la famille Simpson. C'est plutôt marrant cette critique, surtout quand on sait que la saison 8 est souvent là où les gens disent que les Simpsons ont perdu de la qualité. Mais bref, la personne parfaite pour doubler le chien, ça serait Homer. Enfin, c'est ce que Bart pense, vu qu'il a une voix plutôt marrante. Homer sera à l'audition, et bien qu'au départ il n'est pas retenu, c'est quand il pète un câble que le directeur du dessin animé lui donne le rôle. Le lendemain, il va au studio et il rencontre la voix d'Itchy et Scratchy. Je suis June Bellamy, c'est moi qui fais les voix de Itchy et Scratchy. Vous? Mais vous êtes une femme? Toute la ville est en folie sur le personnage. Le vendeur de BD organise même une séance de dédicace avec Homer et la voix des 2 autres personnages qui sont présents pour répondre aux questions des fans. Mais bon, on parle de grands adultes de 40 ans qui veulent débattre sérieusement sur un dessin animé pour enfants. Le lendemain, les Simpsons organisent une petite soirée pour inaugurer les débuts d'Homer à la télé. L'épisode se lance et waouh, c'est nul. Tout ce qui fait l'ADN de la série a été jeté à la poubelle pour se concentrer uniquement sur le chien rappeur. Et tous ceux qui étaient présents à la soirée des Simpsons partent. Sincèrement, Homer, je peux te dire que c'est le meilleur épisode de Impy et Dimpy que j'ai jamais vu. Oh ouais, tu as de quoi être fier, Homer. Tu as une très jolie maison. Le lendemain, toute la ville a vu l'épisode et leur avis est similaire. Pucci est un horrible personnage qui ruine la qualité de la série. Tout le monde est énervé, même le vendeur de BD dit que, en tant que fan, il est très déçu. Et il dit que les studios leur doivent des meilleurs épisodes. Bien que Bart lui dise qu'après des années de diffusion, un dessin animé ne peut pas garder la même qualité. On sent que le message est plus dirigé envers les fans des Simpsons que le vendeur de BD, il n'écoute même pas ce que dit Bart. Dans les bureaux de Itchy et Scratchy, ça pense sérieusement à supprimer le personnage de Pucci. Et ça, Homer l'entend. Mais pendant la deuxième session d'enregistrement, ils écrivent un script où ils tuent clairement Pucci, ce qu'Homer refuse de lire. Il est attaché au personnage et il dit qu'il veut toujours regagner le cœur du public en lisant ce qu'il a écrit. Bonjour Itchy. Je sais qu'il y a des tas de gens qui m'aiment pas et qui voudraient que je m'en aille. Mais je crois qu'on est parti du mauvais pied. Je sais que je peux paraître un peu arrogant et j'en suis vraiment désolé. Mais si vous pouviez trouver une place dans votre cœur pour accueillir les petits chiens dont personne ne veut, je sais qu'on pourrait vous faire rire et pleurer jusqu'à ce qu'on vieillisse ensemble. Et coupé. Homer a potentiellement sauvé son personnage. L'épisode qu'il a enregistré sort dans l'émission de Krusty, et là... Faut que je vous quitte. Ma planète a besoin de moi. Pucci est mort en regagnant sa planète. Ils l'ont douillé. Ouais, ils l'ont couillé. Pucci est officiellement mort, et tout le monde est heureux, sauf Homer. Homer regarde un film qui parle de la diversité et du respect d'autrui. Mais vu qu'il trouve le film ennuyant, il décide de regarder par la fenêtre. Et c'est là qu'il tombe sur Monsieur Burns dans une voiture compliquée. Et c'est parti pour un pressing mérité sur la voiture de Monsieur Burns. Et pour se mettre à la page, Monsieur Burns décide de commander une Lamborghini Fasterosa, directement d'Italie. Mais il a besoin d'un employé pour la récupérer. Et fruit du hasard, il va choisir Homer. Il partira avec toute sa famille récupérer sa voiture en Italie. Et tout se passe bien, ils s'assemblent la voiture, les Simpsons récupèrent la voiture et visitent l'Italie. Ils se rendent dans des endroits culturels et créent leur propre fast-food. Ils se baladent sur les routes d'Italie jusqu'à tomber
tomber derrière un camion qui transporte du fromage. Et à cause d'un accident, le fromage se met à voler dans tous les sens. Ils réussissent à l'éviter jusqu'au moment où un morceau de mortadelle écrase leur voiture. Il la pousse jusqu'à un petit village espérant trouver quelqu'un qui peut la réparer. Mais bon, personne parle anglais à part le maire de la ville. Ils se rendent dans les bureaux du maire pour qu'il les aide. Et révélation, le maire est Tahiti Bob. Et voici comment il est devenu maire. Après avoir essayé de tuer Bart pour la je sais combienième fois, il décide de quitter Springfield et se rendre en Toscane. Une fois arrivé, c'est un peu compliqué pour Bob. Mais dû à son passé de clown et ses pieds géants, il est engagé pour faire du vin. Et après ça, il gagne en popularité grâce à ses grands pieds et devient le maire de cette petite ville en Italie, dans laquelle maintenant il a une femme et un enfant. Et il supplie les Simpsons de ne pas parler de son passé de prisonnier à sa famille. Et ils pourront rester ici le temps qu'ils réparent leur voiture. Les Simpsons acceptent et en vérité, ils s'amusent plutôt bien avec Bob. Tout se passe bien jusqu'au moment du dîner, où ils servent du vin même aux enfants. Et Lisa, bien beurrée, au cours du dîner, va lâcher beaucoup d'indices sur son passé aux États-Unis. Jusqu'à ce que Bob la vire de la table, mais en tombant, elle arrache le costume de Bob, ce qui révèle son uniforme de prisonnier. Uniforme de prisonnier qu'il a gardé sur lui pendant tout ce temps, on dirait qu'il est scellé à son corps. Et les autorités italiennes ouvrent un cahier où il y a tous les criminels en Amérique. On voit le serpent qui est là pour multiples braquages, le maire Quimby pour conduite en état d'ivresse, et Peter Griffin pour plagiat. On fait encore allusion au fait que Peter n'est qu'un plagiat d'Homer dans cet épisode, mais c'est pas fini. Juste après, il y a une photo de Stan Smith où il est écrit plagiat de plagiat. Et là, c'est deux séries de CF qui en prennent pour leur Graal. Le village découvre que Bob est un criminel et le rejette directement. Mais Bob n'en a pas fini. Maintenant qu'il a découvert, il décide de se venger de la famille Simpson. Il est pourchasse dans toute l'Italie et pour se faire aider, Tahiti Bob peut se reposer sur sa famille, sa femme et son bébé d'1 an qui s'amusent avec un couteau. Ils vont traquer les Simpsons dans toute l'Italie et pour s'échapper, la famille trouve une solution. Il y a ce soir une représentation de Krusty dans un théâtre en Italie et donc il décide de s'incruster à la performance et de demander à Krusty de les faire évader. Mais vu qu'il doit d'abord faire sa performance, il leur propose de se cacher parmi les figurants. Et pendant la représentation, Krusty se fait remplacer par Tahiti Bob et sa famille commence à rentrer sur la scène. Les Simpsons sont piégés, c'est fini pour eux. Mais à la dernière minute, Krusty débarque dans une voiture et s'interpose entre la famille de Bob et la famille Simpson, ce qui les sauve à la dernière minute. On retrouve les Simpsons en train de cueillir des pommes et d'apprendre leur histoire. Vous devinez bien que c'est pas Homer ou Bart qui ont proposé cette sortie, mais Lisa et Marge. Pendant ce temps, à New Haven, on retrouve Monsieur Burns qui revient d'un match universitaire. Dans le train, il se plaint du résultat à Smithers pendant qu'il joue au billard. Quand tout d'un coup, le train s'arrête brusquement à cause d'un canapé sur la voie. Au loin, un homme s'approche qui se dit qu'il a enfin des clients potentiels. Et en se rapprochant de la cabine de Monsieur Burns, il se rend compte de quelque chose. Il ressemble beaucoup à l'homme qu'il a en photo dans son portefeuille. Du coup, il finit par courir après le train dès qu'il se met en marche. Contrôleur, il va où ce train? Springfield! Ouais, mais c'est dans quel état? Une fois arrivé près de Springfield, les Simpsons tombent sur lui en train de faire du stop. Et bien que Marge ne soit pas d'accord pour prendre un inconnu, Homer décide de le faire monter et de le déposer en ville. Dans la voiture, il leur demande s'ils savent où habite l'homme qui est sur cette photo. Tout le monde le reconnaît, c'est Monsieur Burns. Et il dit des choses pas super sympas sur lui, mais il le dépose quand même devant chez lui. Une fois arrivé, il sonne à la porte et c'est Smithers qui ouvre. Il lui demande qu'est-ce qu'il fait ici, et bien qu'il bégaye, d'un coup quand Monsieur Burns arrive à la porte lui aussi, Larry, c'est son nom, dit que c'est son fils. Après une vérification du crâne, il voit bien les 3 points sacrés des Burns et il reconnaît son fils. Larry demande à Burns comment il a rencontré sa mère. Vous la faire court, en gros, Monsieur Burns a pointeur. Mais bon, vu que son fils est de retour dans sa vie, il décide directement de l'intégrer à l'entreprise en le faisant travailler avec Homer. Et il s'adore vu que les deux sont pareils. Ils sont feignants. Il décide quand même de présenter son fils à ses amis, mais problème, Larry n'a aucune retenue. Dans son âge. Oh, mon petit, ce doit être le fils dont on m'a tant parlé. Larry, il faut absolument que je vous présente notre fille. Elle fait ses débuts dans le monde. Oh là, renvoyez-la en cuisine, elle est pas encore prête. Burns commence légèrement à en avoir marre de son fils, mais il pense qu'il pourra changer s'il envoie à Yale. Problème, les personnes qui gèrent l'admission disent qu'il faudra une donation généreuse pour accepter Larry dans leur université. Burns refuse et appelle Larry directement dans son bureau, mais il voit une note sur la caméra. Je vous arrête une minute pour vous rappeler que vous pouvez maintenant soutenir la chaîne en devenant membre. 1,99€ par mois, vous serez les producteurs des vidéos et vos noms seront dans les crédits de chacune d'entre elles. Cet argent, il servira pour les monteurs et pour la recherche des vidéos théories. Et c'est surtout grâce à ce modèle que la chaîne reste 100% indépendante. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez toujours vous abonner et booster la vidéo, juste en bas. Le boost, c'est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux vidéos d'avoir plus d'exposition dans l'algorithme. Et c'est gratuit, et ça aide tout autant. Donc pour ceux qui le feront, merci. Retour à la vidéo. Qui dit qu'il est parti boire. Chez Mo, Larry dit d'envoyer la note à son père. Et en parlant avec les gens au bar, il se rend compte que tout le monde déteste son père. Mais il veut prouver à Homer que c'est pas un mauvais type en l'invitant à dîner. Le dîner arrive et il est bien silencieux. Homer ne dit rien, Burns est sur les nerfs, et il demande à Homer si lui aussi il a un fils qui le déçoit tout le temps. Ce qui lance une dispute entre Larry et son père. Et Burns lui dit qu'il devrait partir et qu'il a honte d'avoir un fils comme lui. Larry se demande comment en quelques jours sa relation avec son père a pu se dégrader. Et bien qu'il est prêt à changer son attitude pour plaire le plus possible à son père, Homer lui propose une idée stupide. Organiser un faux kidnapping pour prouver à Burns qu'il aime toujours son fils. Peut-être que je devrais quitter la ville. Un faux kidnapping. Non,
Je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je change d'attitude. Plus de plaisanterie à tout bout de champ, plus de relâchement au boulot. Et le plus important, plus une goutte d'alcool. Je sais que je peux y arriver. Votre fils a été kidnappé. Larry est caché dans le sous-sol des Simpsons, pendant que Burns lui le cherche et décide d'appeler la police pour faire une petite fausse demande de rançon. Mais bon, ils se font localiser et un hélicoptère attend devant chez les Simpsons. Marge force Homer à délivrer Larry et d'arrêter le canular. Mais quand ils sortent de la maison, tout le monde a vu le visage d'Homer et ils pensent qu'il a kidnappé. Ils doivent maintenant échapper à la police qui est partout dans la ville. Du magasin de déguisement, ils finissent sur le toit du cinéma où toute la police de Springfield est prête à tirer sur Homer. Et avant que ça arrive, Larry s'interpose. Homer n'est pas un kidnappeur. C'est le meilleur ami que j'ai jamais eu. On a monté ça de toutes pièces. J'aurais dû me douter qu'il n'y a que toi qui sois assez bête pour te kidnapper. Maintenant descends que je te donne une fessée devant cette populace hébétée. Tout ce qu'il voulait savoir, c'était à quel point son père tient à lui. Et Homer, lui, comprend totalement Monsieur Burns. Bien que ses enfants ne sont pas parfaits, pas du tout d'ailleurs, il les aime tout autant. Monsieur Burns prend Larry dans ses bras, mais il doit dire la vérité. Il sait très bien que c'est pas son style d'être parent, et que son fils ne trouvera pas la famille dont il a besoin avec Monsieur Burns. Et peu importe ce qui est arrivé aujourd'hui, il est quand même très content de l'avoir rencontré. Bart est à la pêche et il lance sa ligne dans la rivière juste à côté de la centrale nucléaire. Et un journaliste vient lui parler pendant qu'il est en train de pêcher. Et là, il a une prise. Mais c'est pas une truite. Non. Il tire un poisson à 3 yeux. Le truc a l'air de sortir tout droit de Tchernobyl et c'est là que ça part en vrille. Le journaliste publie la photo du poisson et il devient une star locale. Il est dans les journaux, à la télé, au Quickie Mart et les gens commencent à se dire que peut-être la centrale nucléaire de Monsieur Burns n'est pas hyper aux normes. Genre, pas du tout. Du coup, inspection surprise. Des agents de la sécurité nucléaire débarquent et ils passent tout au peigne fin. Les tuyaux, les murs, les employés, même l'hamster du labo. La centrale est littéralement une bombe chimique ambulante. Et le rapport est sans appel. La centrale est trop dangereuse, elle doit être fermée. Et la réaction de Monsieur Burns pour empêcher tout ça, comme un bon milliardaire, c'est de devenir politique pour influencer et forcer ses idées très loin d'être écologiques à la ville. Il embauche des conseillers en images, des stylistes, des stratèges qui lui apprennent à serrer la main, sans avoir l'air de piquer l'âme des gens. Et il lance sa campagne électorale, absurde mais hyper bien rodée, et qui arrive à toucher les habitants de Springfield. Il va partout, fait tout et n'importe quoi, et au centre de tout ça, il va placer comme signe fort le poisson à 3 yeux. Pendant ce temps, le gouverneur en place, qui elle est plus compétente mais moins populaire, se fait dépasser par Burns dans les sondages. Tout ça grâce à sa com bullshit et ses spots télé. Il commence à gagner du terrain, et la ville, qui a une mémoire de poisson rouge, commence à oublier que le mec a failli faire exploser Springfield 2 fois. Mais, dernier problème, dans les sondages, on voit bien que Monsieur Burns est quelqu'un qui est déconnecté des petites gens. Donc son équipe décide d'organiser un dîner télévisé chez une famille typique, pour prouver qu'il est proche du peuple. Et qu'ils choisissent les Simpsons. Sauf que chez les Simpsons, Marge sent direct que c'est un coup tordu. Et donc elle décide de piéger Monsieur Burns. Elle est polie, elle joue le jeu, mais prépare un petit twist final. Pendant que tout le monde se tient droit, que Lisa récite son petit texte de façon publicitaire, que Homer fait le lèche-botte avec Monsieur Burns, Marge arrive avec le plat principal. Le poisson à 3 yeux, cuit et servi sur un plat, devant les caméras, en direct. Il peut pas le manger, il sait que c'est un mutant, mais il ne peut pas ne pas le manger. Ce serait admettre que sa centrale est dangereuse. Monsieur Burns doit se forcer à manger, mais au dernier moment, il recrache le poisson devant les caméras. Et grâce à ça, Marge a prouvé à tout Springfield que Monsieur Burns n'est qu'un hypocrite. On retrouve Bart et Milouz en train de marcher dans la ville pendant un jour libre sans école. Ils remarquent que le monde est différent en journée, ils voient même Barney avant qu'il soit bourré, mais surtout ils veulent aller dans la boutique de Farce et Attrape. Une fois dans la boutique, Milouz achète des lunettes Rayon X qui marchent clairement pas, et Bart est à la recherche de quelque chose de plus spécifique. Il trouve que son visage n'est pas assez marrant et le vendeur lui conseille de coller des trucs sur son visage. Mais dès qu'il sort de la boutique, tout tombe, et il se demande comment les fixer sur son visage pour toujours. Solution, aller au boulot de son père, le réveiller et lui demander s'il a pas de la colle. J'espère qu'elle colle bien. Pendant ce temps, chez les Simpsons, Lisa et Marge se préparent à aller voir l'exposition Anubis, qui vient d'ouvrir à Springfield. Et c'est le dernier jour de l'expo, et Lisa est excitée. Mais d'un coup, Bart arrive avec un million de choses collées sur le visage, et la colle qu'il a utilisée est apparemment impossible à enlever, du coup Marge doit aller aux urgences, ce qui fait qu'elle peut pas conduire Lisa à son expo. Mais Lisa veut absolument y aller, et lui demande si elle peut pas y aller en bus, ce que Marge refuse, mais elle a pas fini d'essayer. Elle appelle Homer et elle lui demande. Il lui répond qu'il n'est pas trop sûr, qu'elle est peut-être trop jeune pour prendre le bus, et elle lui dit qu'il y a encore une autre option, celle de prendre une limousine, mais ça va lui coûter $200. Et Homer, pas fut-fut, se fait avoir parce qu'elle finit par proposer de prendre le bus et qu'il accepte. Et c'est parti pour Lisa, elle prend le bus. Une fois arrivée à l'arrêt, elle casse les couilles à tout le monde. Elle est en train de saucer le bus comme si c'était pas le moyen de transport le plus normal du monde. Même le chauffeur refuse de lui parler. Elle s'assoit et elle passe un arrêt, 2 arrêts, 3, jusqu'à arriver au terminus. Et elle demande au chauffeur est-ce que c'est bien le bus 22. Il lui répond que le lundi et le mardi, ce bus-là, c'est le bus 22A, qui ne va pas du tout, se trouve le
musée. Et le chauffeur la fait descendre au milieu de nulle part. Lisa est perdue, mais par chance, elle tombe sur Cletus, qui lui propose de la ramener en ville, mais bon, elle doit monter derrière avec tous les animaux crevés. Et au lieu de choisir la sécurité, elle court de l'autre côté. Et elle finit par se perdre un peu partout dans les quartiers de Springfield. Pendant ce temps, Marge et Bart sont chez le docteur Hibbert, qui cherchent une solution pour enlever la colle forte sur le visage de Bart. Et il y a une solution, une série de piqûres hyper violentes. Bart commence à transpirer et d'un coup, tout tombe. Pendant ce temps, Homer est au travail et parle à Lenny et Carl pendant le déjeuner. Et il remarque le nouveau chapeau de Carl. Chapeau qui vient de l'exposition Anubis, qui se passe à Springfield. Et Homer dit à ses amis que sa fille est allée en bus à l'expo. Et même les deux idiots qui lui servent d'amis lui disent que c'est débile d'avoir fait ça. Et Homer finit par courir de son travail au musée, mais Lisa n'est pas là. Du coup, il décide de sortir une photo de sa fille et de demander autour de lui si quelqu'un l'a vue. Vite, s'il vous plaît, ma petite fille. Ah, Oh merde, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ton travail? Je suis à mon travail, c'est ça mon boulot. Maintenant circule, marche, c'est pas parking ici. Mais bon, il voit rien dans le quartier et il décide de prendre de la hauteur en montant sur un élévateur de chantier. Et Lisa, en marchant, entend son père au loin. Il lui dit de pas bouger, mais bon, Homer, un peu bête comme il est, fait bouger la voiture de chantier et il la fait rouler jusqu'en bas du fleuve de la ville. Et cette fois, c'est lui qui demande à sa fille de le sauver. Elle le suit et voit un pont au loin et elle va demander à l'homme qui gère la montée et la descente du pont de le fermer en espérant que son père s'attache au pont. Et très bon call de Lisa, parce que le gros crâne d'Homer est coincé dans le pont. Les deux sont sauvés. Lisa se sent stupide, elle aurait jamais dû prendre le bus tout seul, c'était trop dangereux, mais Homer n'est pas d'accord. J'avais tellement envie de voir cette expo. Je prendrai plus jamais de risques pareils, c'est idiot. Que je t'entende plus jamais te dire ça. Quoi? Si j'avais pas pris des risques en montant dans cet élévateur, je t'aurais jamais retrouvé. Sans doute. C'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Ta mère, par exemple, c'est quelqu'un de raisonnable et c'est bien, mais à petite dose. Et moi, je suis un risque tout. C'est pour ça qu'il m'arrive plein d'aventures. Oh, papa, tu fonces encore vers la rivière, papa! T'as le cœur qui bat de sang là? Eh ben le mien, il fait ça sans arrêt. Pour leur montrer que le danger c'est cool, ils vont s'infiltrer tous les deux dans le musée. Une fois à l'intérieur, ils font le tour et découvrent même le secret d'une œuvre d'art. Bien qu'elle ait pris des risques aujourd'hui, Homer voulait montrer à sa fille que des fois, il faut vivre dangereusement. On se retrouve au Mont Springfield où toute la ville s'est réunie pour fêter l'anniversaire du vieil homme du Mont Springfield. Il y a vraiment toute la ville et surtout l'homme le plus riche de la ville, Monsieur Burns. Et bien sûr, la famille Simpson. Une fois arrivés sur les lieux, ils admirent le vieux bonhomme du mont et Lisa met un poème qui lui est dédié qu'elle va lire en public. Mais Homer remarque quelque chose sur le visage du vieil homme, un arbre qui gâche son visage. Donc Homer va monter sur le visage et lui enlever l'arbre. La ville est devant le mont et Lisa se prépare à lire son poème. Et dès qu'elle commence, un bruit assourdissant retentit à cause d'Homer qui a enlevé l'arbre qui était coincé sur le visage. Le vieil homme va s'écrouler et probablement faire des milliers de blessés. Tout le monde quitte très vite les lieux et une personne n'a pas le temps de s'échapper, c'est Monsieur Burns, qui est déclaré mort. Lisa est dégoûtée de ne pas avoir pu lire son poème, qu'elle avait écrit vraiment pour toute la ville. Et Marge donne une idée, pourrait publier son poème et le distribuer dans la ville. Au même moment, Smithers pleure la mort de son patron, qui quelques secondes plus tard franchit le pas de la porte, en espérant qu'il a survécu à la chute de la montagne en se nourrissant du lait d'une maman animale. Mais vu que toute la ville le pense mort, Monsieur Burns veut savoir ce que Springfield dit sur sa mort, et il espère secrètement que la ville le pleure. Mais le seul homme qui est pleuré par la ville ce soir, c'est celui de la montagne. Là où lui il est décrit comme la pire personne possible, et que tout le monde est très heureux qu'il soit mort, remerciant même la montagne de s'être écroulée. Bon, pour moi ça c'est une réaction normale quand un milliardaire meurt, et Monsieur Burns comprend enfin qu'il est détesté dans toute la ville. Pendant ce temps, Lisa imprime son poème et le distribue dans toute la ville. Et tout le monde à Springfield est hyper touché par ce qu'a écrit Lisa. Et en rentrant à la maison, Bart l'informe que son journal s'est hyper bien vendu et qu'il a vendu quelques abonnements à plein de gens de la ville. Et il la force à continuer à publier des journaux et elle se sent prête à se lancer dans cette aventure. Mais pour ça, elle aura besoin d'une équipe, donc elle va recruter directement dans son école. Monsieur Burns lui fait son retour en ville, montre à tout le monde qu'il est bel et bien vivant et fout en l'air les plans de Lenny, Carl et Homer. Et s'il est sorti, c'est pas juste pour montrer aux gens qu'il est vivant, c'est pour s'approprier le pouvoir comme le font tous les milliardaires en achetant des chaînes de télé. Monsieur Burns décide d'acheter tous les médias de la ville pour que personne ne parle en mal de lui. Pendant ce temps, Lisa, elle, distribue ses journaux indépendants et gère plutôt bien. Investigation, BD, bref, un vrai journal indépendant et peut-être même le dernier qui n'est pas contrôlé par Monsieur Burns. Acheter tous les médias de la ville, ça marche plutôt bien parce que les gens commencent vraiment à penser que Monsieur Burns est un bon type. Mais bon, il reste encore un média indépendant dans la ville, c'est celui de Lisa. Et après qu'elle ait publié un journal sur Monsieur Burns, les gens commencent à réaliser qu'il est peut-être pas si cool que ça. Et après l'avoir lu, Monsieur Burns décide de convoquer Lisa dans son bureau pour essayer de l'acheter, elle aussi. Avec des poneys parce que l'argent ne marche pas avec une enfant de 8 ans, mais Lisa campe sur ses positions et refuse de vendre son média. Et c'est parti pour une guerre médiatique entre Lisa et Monsieur Burns. Pendant que Lisa est sortie pour distribuer son journal, la voiture de son père se fait attaquer. Ouais, il est prêt à tuer des enfants juste pour se faire passer pour le gars gentil. Ces milliardaires, quels anges. Et à force de se faire attaquer, l'équipe de Lisa abandonne et part tous de leur côté. À part Ralph qui lui s'est fait engager par le Chicago Tribute. Et la seule personne qui reste, c'est son frère qui s'occupe lui des caricatures. Et le lendemain, il décide de publier une caricature de Burns qui s'attaque à la liberté d'expression. Et pour répondre à cette attaque, Monsieur Burns va faire un
truc qui est totalement illégal, il coupe l'électricité de la famille Simpson et du coup Lisa ne peut pas imprimer son journal. Le lendemain à l'école, Lisa est dépitée de ne pas pouvoir imprimer son journal. Mais c'est là que le principal Skinner la prend à part et lui montre une machine qui imprime sans électricité, juste en tapant des lettres sur une feuille. Et le lendemain, le titre du journal de Lisa, c'est Gna gna gna, on est de retour. Ah, c'est plus Lisa, c'est la fouine. Et Monsieur Burns a un dernier coup tordu contre elle. Il invite Homer qui travaille dans sa centrale pour qu'il déblatère sur sa fille et va utiliser toutes les informations que Homer a données sur sa fille à son avantage pour dégrader l'image de Lisa dans les médias. Lisa est abattue, rendue par son propre père. Elle décide d'imprimer un journal où elle dit qu'elle abandonne. Homer entend pleurer sa fille et peut pas la laisser comme ça en sachant que tout ça est de sa faute. Et donc il décide de rédiger toute la nuit un papier où il déclare à quel point sa fille est extraordinaire et va le distribuer le lendemain à toute la ville. Et juste grâce à ça, toute la ville se met à publier des journaux indépendants, ce qui crée plein de nouveaux médias indépendants et pas contrôlés par Monsieur Burns. Juste en faisant ça, ils ont sauvé leur ville du fascisme. I know only one way to judge a man's brilliance, and that's by the size of his bank account.